Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs, je suis Mariam et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'A2Change, le podcast qui vous parle de change management. Vous le savez, quand on met un projet de transformation en place, qu'il soit stratégique, organisationnel, culturel ou encore digital, c'est pour atteindre un objectif précis. Cet objectif, on l'atteint avec différentes méthodologies de projet et de change pour embarquer toutes les parties prenantes dans la même dynamique et atteindre la cible. Mais pour que cette dynamique soit la bonne, il faut réussir à créer une synergie entre tous les acteurs du projet de transformation. Aujourd'hui, dans le studio, je reçois Julie Auger. D'abord consultante et formatrice en charge de projets de transformation, elle est devenue dirigeante d'un pôle conseil et change au sein d'une ESN spécialisée en pilotage de transformation digitale. Quand elle n'accompagne pas des projets de transformation, elle offre aussi son temps sous forme de mécénat de compétences auprès des startups engagées. Co-autrice d'un livre sur l'agilité, elle a également étoffé ses compétences par un cursus en neurosciences. Alors après 18 ans dans le métier, en synergie, Julie, elle s'y connaît. Aujourd'hui munie de son arc à multiples cordes, c'est en tant qu'entrepreneuse au sein de sa propre agence Yuka Conseil qu'elle est venue sur A2Change pour partager avec nous son expérience de change manager afin de mettre en lumière l'importance de la création d'une synergie entre les parties prenantes d'un projet de change. Elle nous partage ses meilleurs conseils et anecdotes et nous donne plein d'astuces pour devenir créateur d'expériences positives. Je peux vous dire qu'après votre écoute, vous allez avoir envie de faire du change autrement. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon échange avec Julie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast A2Change. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on présente un peu le sujet de ce nouvel épisode, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Avec plaisir Mariam, tout d'abord merci pour ton invitation, je suis ravie de partager ce matin avec toi. Donc, je suis Julie Auger, je suis fondatrice d'un cabinet de conseil en conduite du changement qui s'appelle Yuka et qui a pour vocation en fait de concilier 3 enjeux, les enjeux business, sociaux et environnementaux. Alors, pour vous introduire un peu le sujet de cet épisode, je vous explique un peu comment on a échangé avec Julie. En fait, ça fait un moment que je voulais enregistrer avec Julie, puisque experte du change, elle vous racontera un peu plus ses expériences au fil de l'eau. Comment ça se passe chez A2Change? C'est qu'on laisse à notre invité le choix du sujet. Et donc, aujourd'hui, on va parler de synergie des parties prenantes d'un projet de transformation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi qu'on parle de ça aujourd'hui? Quand tu es venu vers moi avec cette proposition, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter de différenciant à la communauté Change? Qu'est-ce que je n'ai pas appris dans un livre, mais sur le terrain? Et qui représente donc une véritable expérience à partager. Voilà. Alors, j'ai choisi de mettre à profit cette petite heure ensemble pour particulièrement mettre en lumière la dimension un peu plus sociologique en fait de notre métier. C'est-à-dire notre rôle essentiel d'observer, d'agir sur une partie plus invisible en fait de l'entreprise, celle des relations, des liens, des interactions sociales, qui sont en fait un levier extrêmement puissant de performance collective quand elles sont qualitatives. Alors on parle souvent d'humain dans notre métier, tu sais, on dit oui, moi je fais de la conduite de changement, je m'occupe de l'humain dans notre métier, mais des fois ça sonne un peu comme si on s'occupait de cailloux juxtaposés qu'il fallait faire bouger, et en fait moi ça me dérange, cette façon de fonctionner. Alors que ce qui génère en fait et constitue réellement au sein d'un groupe une dynamique ou du mouvement, c'est leur interaction. Et alors, moi, j'aimerais plutôt qu'on considère en fait notre matière, les humains, plutôt comme un système vivant qu'il faudrait accompagner. Hyper intéressant. Et c'est vrai que, vous, chers auditeurs, vous l'avez remarqué, nous sur A2Change, on parle souvent d'humain. C'est vraiment une thématique qui revient souvent et qui est importante pour nous. Mais quand on parle de synergie des parties prenantes, peut-être faudrait-il commencer par savoir qui sont les parties prenantes, parce qu'on est souvent focalisé sur les end users, et c'est normal, puisque très souvent, c'est eux qui sont en première ligne du changement. Mais tu as raison d'élargir notre champ de vision. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les points de vigilance à avoir sur ce sujet? Effectivement, on va aborder la première partie des parties prenantes, qui sont réellement en fait les cibles de notre action de change. Alors on a deux défauts, soit de les sous-estimer, soit de les surestimer. Mais généralement, quand on sous-estime leur envergure, il y a plusieurs raisons à cela que j'ai rencontrées.
Tout d'abord, c'est parce qu'on ne savait pas, d'accord? Quand on est jeune consultant en conduite du changement et qu'on nous dit il y a un projet de transfo, occupe-toi des end-users, on fait un peu ce qu'on nous dit de faire. Donc c'est plus un manque d'expérience. Mais en soi, c'est pas grave. Parce qu'à minimum, les end-users, c'est effectivement les gens les plus importants et les plus urgents à s'occuper. Et puis, en fait, avec le temps et la maturité, en fait, on élargit. Et là, on a un vrai devoir de conseil vis-à-vis de l'entreprise qui, des fois, ne veut pas ou ne peut pas, en fait, élargir son sujet de transformation parce qu'il ne veut pas gérer de la complexité. Il ne veut pas mettre aussi de l'argent, tout simplement, dans le bon dimensionnement d'une équipe. Parce qu'il peut être confronté à un éclatement géographique de ses cibles. Donc, il se dit... en fait c'est compliqué donc je vais pas le faire. Et puis très souvent je suis confrontée aussi à une urgence où il faut faire le projet et donc on fait vite. Qui dit vite, qui dit on se focalise un peu sur les personnes les plus importantes. Et c'est vrai que ça c'est souvent le cas, de travailler dans l'urgence et du coup d'être focus end users. Exactement, mais il faut avoir conscience que toute action a une conséquence, mais qu'également toute inaction en a une et que ça va avoir des répercussions. Donc il faut respecter effectivement ce qui est demandé par le projet, mais il faut aussi avoir cette capacité à élargir notre champ de vision et notre champ d'intervention et notre champ de conseil, parce que je me suis rendu compte que la vraie réussite d'un projet de transformation, c'est de le penser systémique et donc global. À l'inverse, le deuxième biais qu'on peut avoir, en fait, c'est aussi... de surestimer, en fait, de vouloir embarquer tout le monde. Alors tu vas me demander... Oui, quel est le juste milieu? Exactement. Voilà. Alors moi j'aime bien utiliser des métaphores. Imagine un séisme au Japon, d'accord? Un séisme qui va avoir des répercussions jusqu'en Europe. Donc on pourrait se dire, on s'occupe des end-users et on ne va que intervenir au Japon. D'accord? Effectivement, c'est une zone d'action qui est prioritaire. Pourtant, le séisme a touché aussi des pays voisins et a eu des répercussions jusqu'en Europe. Donc tu vois, quelque part, on a 3 zones. Donc le Japon, les zones un peu plus éloignées qui ont aussi subi des conséquences sur leurs bâtiments et sur leur infrastructure. Donc qui sont ces gens-là dans l'entreprise qui vont vivre et ressentir en fait ces soubresauts et des conséquences aussi. Et donc il va falloir agir avec ces services également pour pouvoir prendre en charge et anticiper cette onde de choc. Et puis après, tu as les zones plus éloignées qui effectivement auront ressenti les choses mais n'auront pas eu de conséquences. Et là, par exemple, si on est en Europe, on va devoir informer parce que les gens vont être inquiets. Donc on va gérer non pas la conséquence sur les bâtiments, mais on va devoir gérer l'inquiétude par des actions de communication. Et puis enfin, imagine les États-Unis qui n'ont rien ressenti, ils vont apprendre ça aux informations, puis ils retourneront à leurs occupations une fois l'information obtenue, mais ça n'a pas d'incidence sur leur vie. Oui. Voilà. Et bien en fait, l'entreprise et les cibles, quand on fait un travail sur les cibles, c'est un peu pareil. Comment est-ce qu'on rend ça concret dans un projet de transfo en entreprise, cette image de séisme? Alors, effectivement, il faut mapper notre terrain de jeu. D'accord ? Il faut mapper notre terrain d'action, que ce soit direct ou indirect. Peut-être que ça ne va pas être nous qui allons nous en occuper, mais il ne faut pas oublier de les cibler. Moi, j'aime bien organiser un atelier à peu près d'1 heure. En fait, c'est un atelier de mapping où tu mets sur un grand paper un visuel sous forme de cible, justement. Tu vois, rouge au centre, orange, jaune, et puis blanc au fur et à mesure avec des cercles. Et puis, tu donnes des post-it aux participants et tu leur demandes d'écrire toutes les parties prenantes auxquelles ils pensent. Et puis toi, sous la main, si tu as réussi à récupérer un organigramme, c'est encore mieux. Et puis après, l'idée, c'est de venir placer l'ensemble des post-it sur cette matrice en fonction de est-ce que c'est vraiment important, urgent, on les met en rouge, donc tu peux avoir au centre par exemple un user, mais aussi les sponsors. Tu peux avoir en orange les services un petit peu collatéraux, très souvent par exemple sur un projet de conduite du changement, on oublie les juristes. Voilà, alors qu'ils sont très importants dans la validation d'éléments.
Et puis, ne pas oublier également, par exemple, des fournisseurs qui peut-être dans un premier temps, tu n'en as pas besoin. Je me souviens d'un projet dans la mode où on avait tout simplement oublié le fournisseur qui faisait les étiquettes de vêtements. Et donc, derrière, on a dû courir en fait pour essayer de rattraper, d'embarquer le fournisseur qui se retrouvait avec plus aucun délai pour travailler sur le sujet et embarquer sur notre projet. Donc, tu vois, il y a quand même des incidences. Donc, bien faire ce travail en amont, ça permet d'éviter des malentendus, des angles morts, et ça permet vraiment de voir la différence entre un expert en conduite du changement et quelqu'un qui a vraiment de la maturité. Et puis ça permet aussi de donner à ton assemblée qui est là en atelier une vision globale de toutes les personnes qui seront impactées par le projet de transfo, ce qui souvent n'est pas le cas. Une personne, que ce soit end-users ou sponsor, n'a pas toujours la vision de toutes les personnes qui vont être impactées. Donc ça permet aussi la conscience de l'impact du projet. Oui, c'est très bien formulé cette conscientisation, cette visualisation. Et en fait, moi je considère que l'expert en conduite du changement doit avoir une dizaine de visuels dans un petit butin à côté de lui. Celui-là, il fait partie. Parce qu'à tout moment du projet, on dit à qui on envoie un mail, qui doit être informé. Voilà. Et nous, on doit tout le temps, pour éviter aussi d'avoir une charge mentale, de toujours refaire en fait cette liste, avoir ce document sous les yeux pour n'oublier personne. Parce qu'un des risques humains, c'est d'oublier quelqu'un qui va ensuite générer de la résistance parce que justement il a été oublié. Donc moi j'aime bien cet atelier qui est très complémentaire d'un travail sur les RACI que la gestion de projet généralement fait. Mais j'aime bien parce qu'il est visuel, il est simple, il est accessible, il est participatif pour les gens qui sont dans l'assemblée. Et ça me permet souvent de remettre la place des sponsors. Les managers aussi, qui très souvent, comme on est pressé et dans l'urgence, on veut aller travailler avec les end-users, et ben on les bypass. Ça crée de la résistance. Voilà. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les bypasser. On est dans l'urgence, mais si tu bypasses les interactions, tu vas générer de la résistance et tu auras des frottements après. Voilà. Également les autres services qui auront besoin d'être informés ou qui agiront plus tard peut-être dans le projet. Mais très souvent, ceux-là, on se dit ils vont arriver plus tard dans le projet, donc mais en fait, il faut les informer et très en amont. Parce que des fois, ils ont aussi des très bonnes idées de simplification. Et puis, un acteur qu'on oublie, c'est l'équipe projet. Alors ça, on va placer tout le monde et on va oublier de poser l'équipe projet, qui est également, c'est un peu the touch, l'objet de notre conduite du changement. C'est-à-dire que si tu ne prends pas soin aussi de l'équipe projet, en termes d'acteurs de la conduite du changement, c'est comme si tu ne prenais pas soin de ton bateau. Voilà. Donc tu es focalisé sur ton île, mais alors ton bateau, il peut prendre l'eau, ta voile elle est arrachée, etc. Et tu dis à une équipe de fonctionner. Voilà. Donc il faut avoir le regard sur l'île, mais également sur ton bateau. Et c'est à nous, acteurs de conduite du changement, d'être aussi vigilants. Si tu fais une démarche d'écoute auprès des end-users, il faut faire aussi une démarche auprès de l'équipe projet. Sachant que le projet de change, les étapes de change management s'inscrivent dans la dynamique du projet au global. Donc c'est finalement assez logique de prendre soin de l'équipe projet, mais c'est vrai que c'est un acteur, c'est une dimension qu'on oublie la plupart du temps. Ouais. Exactement, et en fait, on lance un kick-off auprès des utilisateurs finaux et on ne soigne pas très bien le kick-off auprès de l'équipe projet. Pourtant, on va fonctionner pendant des années ensemble. Alors, l'équipe projet peut être amenée à changer pendant les différents moments du projet, mais il ne faut pas oublier cette intégration, cette coopération qu'il faut créer au sein de l'équipe. Moi, j'aime bien organiser des ateliers de conduite du changement, donc j'ai une dizaine de thématiques dont les cibles. Dont le nom du projet par exemple aussi qui est très intéressant à organiser pour avoir des sujets de collaboration, pour tester en fait la coopération, sortir de leur sujet d'expertise et avoir un regard justement sur ce qui se passe entre eux, parce que si ils s'entendent bien, il va y avoir un truc magique qui va s'opérer, c'est notamment la synergie, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose au-delà de ce qu'on va nous demander. Parce que les choses vont nous sembler faciles là où pour d'autres c'est difficile. On va créer ce supplément d'âme qui va donner un peu de magie à l'équipe et la faire avancer vraiment de façon, pour l'avoir vécu, très différente, avec beaucoup de légèreté et de complicité. Et d'efficacité. Et on est en recherche d'efficacité en permanence.
Et donc, tu parles de synergie, c'est très bien puisque c'est le sujet de cet épisode. Est-ce que, en se basant sur ton expérience, il y a des conseils que tu pourrais nous partager et qui facilitent la synergie? Et juste avant, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que la synergie? Alors effectivement, quand on parle de synergie, on pourrait penser à des mots ou à de la sémantique comme efficacité, collaboration. Alors je suis allée chercher sur Internet des définitions et j'ai trouvé des définitions, par exemple association de plusieurs médicaments dont le mode d'action différent se renforce. Donc on entend le mot association, on entend le mot renforcement. Une autre définition, c'est la mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet unique. Donc c'est assez positif quand on parle de synergie. On n'est pas dans une efficacité surdosée, c'est-à-dire d'épuisement, d'accord? On ne vise pas une efficacité d'épuisement. On vise quelque chose de l'ordre de 1 plus 1 égale 3. Et en fait, quand tu notes ça aussi dans ma War Room conduite du changement, 1 plus 1 égale 3, et de te demander à chaque fois que tu fais une action ou que tu rencontres les gens, qu'est-ce qui va générer ce 3? Qu'est-ce qui va générer ce supplément d'âme, cette surperformance avec des gens qui gardent le sourire et qui gardent l'envie de travailler avec toi? Alors, on parlait tout à l'heure des parties prenantes. On a identifié les qui, donc on a un peu comme, imagine des bulles, mais on n'a pas l'interaction. Donc moi j'appelle ça visualiser l'invisible. Et ça en fait, l'objectif c'est de comprendre l'état des relations. Le vécu, les préférences, les aversions, un peu comme écouter des histoires de famille entre les gens, d'accord? Et bien en fait tout ça c'est hyper intéressant parce que nous notre objectif c'est d'améliorer le flux de relations qui va être utile pour notre projet, d'accord? Pas soigner toute l'entreprise parce qu'on n'est pas non plus Mère Teresa, mais d'utiliser et ce qu'on entend pour soigner les flux qu'on a envie d'utiliser. Voilà. Alors ces flux ils peuvent être plus ou moins déjà mis en place. Et ils peuvent être plus ou moins efficaces. Imagine par exemple une savane, et dans cette savane, tu vas avoir des tout petits chemins qui sont plutôt empruntés par les animaux, tu vois. Tu as des chemins qui vont être empruntés par l'homme, et tu as des chemins qui vont être empruntés par un système routier. Et bien la nature des relations, elle est comme ça. C'est des fois, on a des petites relations, on a des grandes relations, et en fait, il faut voir et nourrir ces relations, et vouloir le densifier et l'améliorer. Comment tu fais, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment tu fais pour observer les relations? Alors, j'utilise souvent au début, tu sais, on a une phase de cadrage et on a une phase de peut-être d'interview. Je ne sais pas si tu mènes un 360. Moi, j'aime bien utiliser un 360 qui me sert à faire le cadrage ou à préparer le kick-off. Mais qui indirectement me permet également de poser des questions et des ressentis sur les uns, sur les autres, sur cette matière justement invisible. Et puis, soit je le fais avec eux, soit je le fais toute seule de mon côté. C'est un visuel que j'ai appelé le visuel des planètes, où en fait je mets la personne interviewée au centre et je vais dessiner ses parties prenantes justement autour de lui. Et ces bulles, en fait, je vais les mettre plus ou moins près de lui en fonction de la distance qu'il peut avoir avec ses parties prenantes. Je vais indiquer les flèches. Est-ce que c'est plutôt lui qui donne? Est-ce que c'est plutôt lui qui reçoit? L'épaisseur de la flèche. Est-ce que la relation est robuste ou pas robuste? Et après, je vais mettre la nature de la relation. Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il reçoit? Et le troisième élément, c'est le niveau de satisfaction. Est-ce qu'il considère qu'il donne trop, pas assez? Est-ce que l'autre donne pas assez? Est-ce que c'est pas assez qualitatif? Voilà, pour essayer de comprendre sur ce lien visible à la fois ce qui est fait et le ressenti. Parce que demain, je vais peut-être avoir besoin qu'un DSI parle avec un membre de COMEX, je vais avoir besoin qu'un DSI sponsor parle avec ses équipes, je vais avoir besoin que les équipes parlent avec les gens du métier. Comment tous ces gens-là fonctionnent ensemble? Voilà. Et quand tu vois ça, eh ben, tu vois tout de suite où est-ce que ça grippe, où est-ce que ça grippe pas. Et nous, un peu comme des éclaireurs avant, eh ben, il va falloir qu'on soigne cette relation pour faire en sorte que le courant passe. C'est des éléments que tu communiques après aux parties prenantes, ça, quand tu fais ton petit diagnostic, quand tu as visualisé l'invisible? Alors, je ne le communique pas forcément, c'est un outil que je peux être amenée à faire pour mon propre efficacité de travail. Mais effectivement, je l'ai fait également chez un client où en fait on devait travailler sur l'amélioration
de leur fonctionnement organisationnel, parce que quand tu plugues un outil sur des gens, ils ont un flux de travail et des fois ça vient perturber le flux de travail. Et donc on a utilisé justement cette visualisation sous forme de planète. Et en fait chaque service, donc là c'était pas un individu mais c'était un service qui était au centre, qui mettait les autres services. Et ensuite, une fois que chacun avait dessiné son service, on a mis en place en fait des rencontres sous forme de rencontres Tinder. Qui avait pour objectif de dire, qu'est-ce qui me plaît chez toi, qu'est-ce qui me plaît un peu moins, et d'utiliser ce temps pour essayer à la fois de faire un compliment et d'améliorer un élément qui nous paraissait important, d'améliorer dans la relation et dans le flux relationnel, dans le flux de travail. Et en fait, quand tu fais ça, c'est extrêmement puissant parce que déjà, tu leur as donné un outil qui est facile. Très souvent, on arrive avec des consultants qui ont des méthodes et des outils qui sont très puissants intellectuellement, mais avec lesquels on a du mal à accrocher le public en face parce que c'est trop compliqué. Et puis parce que tout le monde n'est pas cérébral. Donc moi, j'utilise pas mal d'outils très visuels qui simplifient, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont en fait une base de dialogue. Voilà, donc c'est pas très compliqué de faire des cercles, de faire des flèches. C'est ça qui est important pour moi, c'est que les gens puissent se parler, parce que la relation c'est l'interaction, et l'interaction passe par l'écoute et la communication. Donc du coup, une fois que tu as mis en place ces outils, ces ateliers, que tu as éveillé les consciences des parties prenantes, que tu as réussi à créer le dialogue et les réflexions, évidemment dans la bienveillance, oui, puisque c'est la base pour pouvoir bien travailler. Comment tu fais pour renforcer ou améliorer les relations avec les parties prenantes? Alors, c'est intéressant ta question parce que en fait, les gens ont peur de rentrer en contact les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, là où il y a un vide relationnel, il y a une peur. D'accord ? Il y a une peur, soit réelle, historique, soit un peu fantasmé, soit par exemple des fois je rencontre des gens qui disent qu'ils ne sont pas à la hauteur, voilà, c'est aussi peut-être des fois de manque de confiance de soi, etc. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la peur génère des résistances. Et donc en fait, il faut développer la complicité et la confiance. Ce que je fais, et qui est un peu antinaturel en général d'un équipe projet qui va être à fond dans un projet, c'est que je considère que la relation est prépondérante au travail. Si tu as une bonne relation, en 1 heure, ton sujet il est bouclé. Si tu n'as pas une bonne relation, tu peux passer 3 heures, tu n'aboutis à rien. Et c'est ça en fait que j'ai observé sur le terrain. Et donc, travailler sur cette relation en disant « si on commençait par un icebreaker, notre réunion ?» Alors les gens ils te regardent un peu en disant « mais non, il faut travailler dans le dur, on n'est pas là pour rigoler. » Mais en fait, on perd du temps pour en gagner derrière. Un exemple que j'ai eu, par exemple, entre 2 services qui ne s'entendaient pas. Et donc on m'a dit il faut les mettre ensemble, c'était un service commercial et un service logistique, et ils ne s'entendaient pas, ils n'arrivaient pas à se parler, les commerciaux passaient trop de commandes, la logistique n'arrivait pas à suivre, donc les commerciaux ne vendaient pas, n'avaient pas leurs primes, enfin bon. Et donc tout ce petit monde s'énervait les uns contre les autres, en oubliant le sens commun qui est effectivement de faire fonctionner une entreprise et qu'on est tous dans le même bateau. Alors j'ai proposé aux clients de travailler la matinée sur la relation. Alors, j'ai eu des résistances, forcément. Ils m'ont dit non, il faut qu'on travaille dans le dur, il faut qu'on les mette en face, il faut qu'ils se parlent. Et j'ai dit non, puisqu'ils ne se parlent pas, on va commencer justement par un atelier où il ne faut pas se parler. Donc, je les ai mis derrière une porte, j'avais préparé un atelier de modelage. Sur la porte, il y avait écrit ensemble. Et quand ils passaient cette porte, ils avaient l'obligation de ne pas se parler. Et je mettais un commercial et un logisticien ensemble. Il y avait des tables avec de l'argile et je leur demandais de construire un pont sans se parler. Hyper intéressant. Et donc, ils ne parlaient pas de leurs problèmes relationnels, mais il y avait beaucoup de communication non verbale qui s'est mise en place. Et la communication non verbale, elle s'est mise en place parce qu'ils ont dessiné sur l'argile, ils se touchaient sur l'épaule, ils se regardaient, ils se partageaient, etc. Il y avait un peu de compète entre les uns et les autres pour faire le plus beau pont, des petits ponts, des grands ponts, des mains qui se rejoignent, il y avait de la créativité et c'est incroyable. Et à un moment donné, quand l'exercice a été terminé, on leur a demandé de s'exprimer sur leur création. Et je vais te dire, il y a un truc magique qui s'est créé, c'est qu'ils ont parlé en utilisant le « nous ». Nous avons décidé de faire un pont haut, nous avons décidé de mettre des piliers, et en fait, ça y est, la journée, elle était gagnée. Je savais que derrière, toute l'après-midi, quand on allait travailler,
on allait réussir à résoudre les problèmes parce que le nous était à nouveau installé entre les gens. Et donc tu vois, ça c'est un peu out of the box et pourtant en fait c'est hyper puissant parce que derrière en une demi-journée on a résolu les problèmes. Ouais. Voilà, exprime ensuite, les commerciaux disent ce qu'ils ont besoin, la logistique dit ce qu'il a besoin et ils sont en écoute. Ils ne sont pas du tout en opposition ou en conflit. Est-ce que l'écoute permet aussi de mieux comprendre? Quand on décide d'être en écoute de l'autre, on décide aussi de comprendre les problématiques de la personne en face ou du service en face et d'accepter que les problématiques sont différentes en fonction des personnes et que donc pour bosser ensemble il faut avoir c'est de l'empathie en fait, il faut développer une intelligence émotionnelle et donc l'argile permet de développer une intelligence émotionnelle. Non mais c'est hyper bien. Il y a ça et puis il y a une autre expérience aussi qui est très facile à mettre en place avec une balle. Si tu as une grande salle, avant de te mettre sur la table, tu demandes à tes participants de te mettre en cercle et de se lancer la balle, d'accord ? Et de faire un tour. Et à chaque fois que la balle tombe, eh ben, il recommence. Alors d'abord, ça raloute. Tu retrouves la chasse à la sorcière. Qui a fait tomber la balle ? Qui nous oblige à recommencer ? Tu vois, on est dans le qui. Et puis à un moment donné, une fois qu'ils ont tous réussi, tu vas commencer à leur attribuer des handicaps. Alors, il y en a un qui va devoir fermer les yeux, parce que des fois, j'ai une contrainte, c'est que je pilote sans visibilité. Tu vas lui enlever un bras, parce que j'ai une équipe et je manque de personnel. Un autre, tu vas lui enlever une jambe, parce que justement, il est déstabilisé par plein d'autres changements. Et tu vas leur demander de refaire le même exercice. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'avant, ils étaient un peu dans l'agitation, la chasse à la sorcière, ils se mettent à se concentrer. Ils se mettent à se concentrer pour recevoir la balle, mais pour l'envoyer au voisin avec de l'attention, avec de la considération, avec l'envie que l'autre reçoive la balle. Et en fait, c'est très différent d'envoyer une balle et d'avoir envie que l'autre la reçoive. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ce petit exercice qui est très simple permet de comprendre l'importance de l'écoute du voisin, qu'on a tous des contraintes, qu'on cherche tous à faire avancer la balle, qu'un jour ou un autre, un moment dans le flux et dans la création de valeur, on va avoir cette balle, mais qu'on a un travail collectif à faire et qu'on a tous des contraintes dans notre service. Voilà. C'est un exercice qui dure 7 minutes, 8 minutes, mais qui, derrière, si tu le débriefes au paper et que tu leur dis qu'est-ce qu'il y a eu de différent entre la première expérience et la deuxième expérience, et ensuite, en fait, tu as généré de l'écoute, de la synergie pour ta réunion derrière. Et donc ta réunion, elle ressemble plus à ta deuxième expérience qu'à ta première. Donc toi, tu fais ça, les ateliers, avant les réunions ? Ouais, plein de petits icebreakers, plein de choses qui permettent en fait de créer des synergies. Ça génère de l'écoute et d'utiliser la météo que tu dois connaître. Qu'est-ce qui va moyennement et où est-ce que tu te positionnes. Ça permet de purger. Et en fait, une fois que tu as purgé, les gens sont en écoute et peuvent travailler en fait de façon constructive. Mais tant qu'ils n'ont pas été écoutés, tant que tu n'as pas purgé, le vase, il est plein. Donc il peut pas se remplir. Voilà. Et en fait, quand tu es vigilant sur tout ça, au-delà de l'ordre du jour, de la réunion, de la maîtrise, de ton atelier, si tu te dis comment les gens rentrent dans ma réunion, est-ce que les gens sont en mesure d'avoir vidé leur vase, est-ce qu'ils sont en mesure d'écouter l'autre, d'être en interaction constructive. Je pense que notre rôle en termes de conduite du changement, pour faire la différence, c'est de justement générer des expériences positives. Et je pense, avant de continuer sur l'expérience positive, je pense que de donner de la considération aux équipes, à nos interlocuteurs, pas seulement dans le cadre du projet et du change, mais aussi en tant que collaborateur, ça permet d'ouvrir aussi les chakras entre guillemets en se disant les collaborateurs ils vont se dire on m'a écouté, déjà ça fait du bien parce que j'avais des choses à dire et puis on m'a considéré. Je pense que c'est vraiment on change la perception de la personne qui est en face, parce qu'en plus des fois quand on est consultant, on arrive en mission et on nous dit elle est consultante, il est consultant, moi ça fait 20 ans que je travaille ici, qu'est-ce qu'on va me dire de changer alors que moi c'est un petit nouveau, c'est une petite nouvelle. Alors que quand tu donnes de la considération à quelqu'un, il se dit je suis écouté, et il donne une espèce de valeur aussi à la parole que toi tu viens lui apporter. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez important. Oui, c'est très important les valeurs. Ça c'est un des 3 ateliers que je mène dans l'équipe projet. C'est que pour faire collectif, il faut qu'on partage des valeurs.
Il ne faut pas qu'on partage des compétences, pas uniquement en tout cas, mais il faut qu'on partage des valeurs. Si on partage des valeurs, on peut faire tout le voyage ensemble, parce qu'on n'aura pas de conflit de valeurs. Voilà, on aura peut-être des conflits de personnes, on aura peut-être des conflits de sujets, on aura peut-être des conflits d'intérêts, mais on n'aura pas de conflit de valeurs. Un conflit de valeurs, c'est rédhibitoire. On parle d'expérience positive, tu parles d'expérience positive, ça c'est quelque chose qui est important et qui est hyper intéressant. Est-ce que d'abord tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'expérience positive ? Comment on l'a créée et est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir d'expérience positive ? Alors très souvent, quand je fais effectivement le cadrage d'un projet, tout le monde a peur de ce nouveau projet. En plus, on fait un projet de transformation, donc autant te dire que c'est toujours très gros, très complexe. Et en fait, l'entreprise a un passif projet. Et quand ça s'est mal passé, eh ben, ils n'ont pas envie de faire un xème projet parce qu'ils se disent, un tel, il va recommencer à me demander de la charge de boulot alors que moi, je ne vais pas réussir. Ah, mais de toute façon, la dernière fois, on a fait un projet, on a sorti un canon pour tuer une souris, on n'a pas atteint les objectifs. Voilà. Tout ce passif d'expérience projet qui crée de la résistance. Eh ben, il faut qu'on se dise, tiens, maintenant, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire les projets d'une autre façon. J'ai envie de proposer, un peu comme du marketing client, une expérience positive à mes contributeurs, à mon équipe projet, à tous ceux qui viennent en fait dans ce projet et de travailler cette expérience. L'expérience, c'est je rentre effectivement dans une salle de réunion, je me sens à ma place, je me sens écoutée, je me sens valorisée, j'ai été utile. Et bien en fait tout ça, si tu ne le prends pas en compte dans ton synopsis d'atelier, et ben tu oublies le supplément d'âme. Voilà, on est sur le hard, on est sur le travail, mais derrière, est-ce que la personne a envie de revenir à ton prochain atelier ? Et en fait, moi, mon objectif, c'est de mener mon atelier, bien sûr, c'est de dérouler, de faire le livrable qu'on m'a demandé. Mais j'ai aussi, dans un coin de la tête, l'envie et le souhait que la personne revienne à mon deuxième atelier, et puis à mon troisième, et à mon quatrième. Parce que moi, j'ai un projet qui dure 3 ans. Qu'est-ce qui fait que je donne envie à l'autre de continuer à contribuer à mon projet, de ne pas l'user. Voilà. Et quand tu es dans cette hygiène de travail, et ben les gens se disent waouh, il est super le projet, mais tu fais quoi ? Moi j'ai envie d'en être. Et en fait, tu suscites l'intérêt. Tu suscites l'intérêt, tu suscites l'envie parce que justement tu es attentionné sur ce côté relationnel. Sans relation, pas de travail, et sans qualité, pas de performance. Je vais te raconter l'exemple d'un éditeur qui me dit, je vais faire une présentation au métier de ma solution. De toute façon, les canons, ma solution, ils vont en avoir plein les yeux. Alors je lui dis, tu ne veux pas me montrer ce que tu vas leur faire ? Pourquoi tu as besoin de commencer par leur montrer 4 heures ? Alors, il voulait faire 4 heures sur l'outil. Et puis il me montre, etc. Je lui dis, mais en fait, moi ce que je retiens de ce que tu montres, c'est que je vois que tu es un bon expert. Je vois que tu maîtrises et que tu connais la solution. Je vois que la solution fait plein de choses. Mais le sentiment que j'ai en voyant ta réunion, c'est que je me sens dépassée. Est-ce que c'est ça le sentiment que tu veux produire au sein de ton audience ? Et il me dit, non. Alors je lui dis, est-ce que ça te va si je te propose autre chose ? Je lui dis, au lieu de faire 4 heures, est-ce que tu peux faire 1 heure ? Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais montrer ? Il faut que quand la personne sorte de ta réunion, ils se disent, ah, c'était intéressant. Oui. Ah, c'est facile. Ah, ça va nous apporter de la valeur, du bénéfice. C'est ça qu'on vise. On ne vise pas à montrer que tu es un expert, ça on le sait, c'est pour ça qu'on t'a pris. Et donc il a fait cette réunion en 1 heure, où il a montré la navigation, l'outil, et on a pris un use case métier qu'on a déroulé. On n'a pas tout montré, on a montré un petit bout du process. Et là, tout le monde s'est mis à poser des questions, en disant, ah oui, mais est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça ? Ça sera l'occasion d'une prochaine réunion. Et qu'est-ce qu'on avait généré ? De la frustration, de l'envie. Et on avait gagné la possibilité d'organiser une deuxième réunion. On n'avait pas épuisé les gens qui étaient dans une énergie, dans le couloir. Ah, c'est génial, mais on n'a pas tout vu, il faudrait une deuxième réunion, voilà. Et en fait, derrière, la rumeur qu'on a générée dans le couloir, c'est que c'était super chouette. Ouais. Et on avait gagné. Toute l'énergie que les gens allaient mettre dans le projet, elle était déjà présente en fait. Dont l'importance, voilà, de générer des expériences positives, d'en faire moins, et un peu comme un KPI, on parlait ça l'autre jour sur nos échanges, vraiment c'est
Avec quoi les gens repartent? Ouais. Avec quelle émotion? Est-ce que les gens repartent fatigués? Quelle est la phrase qu'ils vont dire dans les couloirs? Ah, ils m'ont épuisé. Ah, c'est génial. Moi, je préfère un c'est génial qu'un ça m'a épuisé, tu es d'accord? C'est clair. Voilà. Et ben, il faut générer ça. Il faut faire un peu d'événementiel du projet. Je voulais revenir juste sur un peu expérience positive et synergie. Ouais. Quand on a préparé cet épisode, on a discuté de l'importance aussi de la synergie entre la DSI et le métier, Oui. qui sont deux parties prenantes d'un projet de transfo, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne travaillent pas de la même manière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, toi, dans ton expérience, et comment tu t'y prends? Alors, ça dépend en fait l'entreprise et la position du service DSI dans l'entreprise. Souvent, la DSI, elle est positionnée un peu comme un accompagnateur, un centre de service qui lance des outils au service d'un métier qui n'est jamais content. Du coup, ça crée un ressenti, ça crée un émotionnel auprès de la DSI de résistance. Avec un affect négatif, parce qu'à chaque fois qu'on va auprès du métier, on a des critiques, ou alors ça va pas, on est toujours, voilà, comme ils ont, on va dire, 99% des relations négatives, forcément, ça crée quoi? T'as pas envie d'aller te recevoir un coup quand tu vas voir le métier, et donc ils s'enferment dans leur bureau, et ils ont très peur d'y aller. Ce qui est normal, parce que c'est un phénomène d'effet et de conséquences qui est tout à fait lié à la nature humaine. Donc entre une DSI et une direction métier, il faut identifier la nature de la relation et l'améliorer. Je me souviens d'une expérience que j'ai menée à Lille où la DSI était même dans un autre bâtiment que le métier et que quand il y avait un problème informatique, la DSI disait à la personne viens me voir. Sauf qu'il fallait traverser un parc, il pleuvait, il fallait mettre 10 minutes et donc la personne restait avec son problème. Bien sûr. Et je leur disais mais quand est-ce que vous faites le tour des bureaux? Oh ben non, on n'y va pas. Voilà, et donc on a mis en place, à travers un tableau qu'on a mis dans l'open space du métier, un lieu d'échange et de partage entre la DSI et les métiers sur les sujets pour faire avancer notre projet. Et j'ai demandé à la DSI de venir et d'animer cet atelier. Alors on a commencé facilement avec une météo, où je demandais systématiquement quand il y avait un point négatif d'apporter au moins 2 points positifs pour permettre en fait à l'équipe de la DSI de ne pas s'en prendre plein la figure tout de suite. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses positives. Ils se sont rendus compte que finalement les gens étaient critiques, mais c'est surtout qu'ils avaient des problèmes. Et puis quand on le résolvait, la personne les remerciait. Et donc ils avaient une fierté de cette reconnaissance. Et donc, au fur et à mesure, en fait, une relation un peu effrayante est devenue en fait une relation forte, une relation de complicité, où en fait, même ils déjeunaient ensemble le midi à la fin, parce qu'ils avaient découvert que l'autre n'était pas aussi terrifiant. Et donc, on a facilité le travail par la mise en place d'un espace de dialogue avec un outil, une matrice qui était facile à compléter et qui favorisait l'échange et les relations positives, négatives, mais quand elles étaient négatives, elles étaient constructives et on travaillait ensemble à des plans d'action et on marquait aussi tous les petits succès de la semaine. Donc, et on communiquait tous les succès de la semaine et tout ce qu'on avait fait. Très souvent, dans un document, on montre tout ce qui reste à faire. Moi, je tenais un document qui montrait tout ce qu'on avait déjà fait. Et en fait, au fur et à mesure, les seaux, ils se sont inversés. Là où on avait un seau qui était plein, il s'est mis à se vider et on a rempli le seau de tout ce qui était fait. Et en fait, c'était incroyable. Il y avait une satisfaction de cette visualisation aussi qui était incroyable. Un autre exemple de DSI et de métier, c'est plutôt dans le luxe et la mode, la DSI avait décidé de passer à l'agile. Alors, donc l'agile, la méthode agile, les scrums, toutes les différentes réunions, etc. Ils n'avaient pas formé le métier, parce que ce n'est pas le même budget de formation. Oui. Et donc, il disait, nous, on a une méthode qui va vous permettre de bien fonctionner avec le métier, sauf que comme l'autre métier n'était pas formé, en fait, ça ne marchait pas. Donc, ils avaient mis une nouvelle façon de fonctionner, mais ils n'avaient pas pensé à former tout simplement l'autre. Et quand on a formé l'autre, et on a décidé de créer des ponts, justement, on parlait de ponts tout à l'heure, ça a été beaucoup plus, performant, tout simplement parce qu'on utilisait les mêmes méthodes de travail.
Voilà, et peu importe en fait entre une DSI ou un métier, en fait c'est tout ce qui est la transversalité des services qui sont très souvent en silo. Ouais. Et moi j'aime bien identifier ce qu'on appelle les work couples, je sais pas si tu connais. Non. C'est des gens qui ont des facilités à collaborer avec les autres services. Ok. D'accord, tu as des gens qui sont performants, qui vont travailler en profondeur sur un service, voilà. Et il y en a d'autres qui sont très sensibles à la transversalité. Il faut les identifier et il faut créer des ponts avec les autres services en disant voilà, tu vas être l'ambassadeur, tu vas être celui qui va faciliter ma relation, ma qualité de service auprès des autres personnes en interne. Tu crées des interlocuteurs qui permettent de recueillir le bien comme le moins bien, mais c'est des gens qui sont capables, eux, d'encaisser. Ouais. Voilà. Ils sont capables d'encaisser cette transversalité, cette communication. Ils ont un élan vers l'autre qui est assez évident. Et donc, il faut utiliser cette qualité pour en faire une force pour le projet. Et ça permet aussi de créer du coup un langage commun à tous, d'avoir ces ponts et pour mieux se comprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent tes clients ou tes futurs clients quand ils viennent te voir et te disent Julie, on a besoin de toi, on n'arrive pas à communiquer? Non, ils viennent me voir parce que j'ai été recommandée. Ah. Donc, ils disent Julie, elle fait de la conduite du changement, mais un peu différemment des autres. Vous allez voir, elle est assez intuitive, assez créative. Et si vous avez envie de changer votre façon de faire des projets, si vous avez envie de créer ce supplément d'âme, c'est la personne qu'il vous faut. Je passe pas du temps à convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'être dans un dialogue ou dans un échange pas constructif. Voilà. Si les gens sont ouverts au changement justement de méthode et d'être dans l'apprentissage aussi d'une nouvelle façon d'être en termes d'équipe projet, en termes d'expérience, en termes de succès aussi, parce que derrière, quand un client se rend compte qu'au lieu d'avoir 12% d'adoption, il en a 90%, je pense que j'ai une petite contribution à ce résultat quand même. Comment tu mesures justement l'adoption ou l'engagement de ta conduite du changement? L'engagement, c'est simple, c'est déjà combien de contributeurs vient, voilà. Et puis après, en fait, je mène des systèmes d'écoute avec des baromètres assez régulièrement pour tout simplement reporter un tableau de bord à la direction sur l'état d'adoption, sur l'état de satisfaction, sur une matrice de risque humain. L'équipe projet fait une matrice projet, moi je fais une matrice humaine et on collabore ensemble. Mesurer en fait la conduite du changement, c'est souvent un point qui pose problème dans le fait que ce soit tangible, de pouvoir donner un chiffre. Souvent quand on est en coproche, en copil, on nous demande alors qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffre, comme KPI pour nous montrer que ta conduite du changement elle fonctionne, où est-ce qu'on en est. Et je trouve que c'est assez difficile d'identifier des indicateurs de mesure justement. Comment tu fais toi? Alors, tout simplement sur de la communication, on peut communiquer sur le nombre de newsletters qu'on a produites, sur la fréquence, en formation, le nombre de personnes qu'on a formées, le nombre de personnes qui auraient dû être formées et qui sont formées, comme ça tu as le taux d'absentéisme, le parcours, en termes d'écoute, le nombre de fois qu'on a écouté, le nombre de points que l'on a réglés, sur l'amélioration des process et le nombre d'événements. J'associe aussi pas mal de témoignages pour justement permettre au comité de direction de ne pas avoir uniquement une restitution chiffrée, au-delà des chiffres qui sont là pour les rassurer. Et puis après, en termes d'adoption, je vois un vrai effet de bascule pour moi, qui est un signal qui est fort, c'est quand l'équipe projet arrête de faire. Alors, c'est un peu antinomique parce qu'on dit l'équipe projet, elle est là pour faire. Mais dans un projet interne, si on a suffisamment bien embarqué aussi les gens, ça veut dire que le projet s'est enraciné. Si un manager me dit je préfère que ce soit toi qui fasses la présentation, c'est pas bon signe. S'il me dit j'ai envie de la faire avec toi, c'est mieux. S'il me dit j'ai envie de la faire tout seul, c'est super. Et en fait, plus l'interne s'approprie les sujets, plus pour moi c'est un indicateur d'adoption. Et alors c'est vraiment, je te dis, c'est complètement paradoxal avec une équipe projet à qui on demande de faire, mais moi j'ai pas besoin d'être sur le devant de la scène. Moi je suis consultant, j'arrive, je repars. Par contre, eux qui sont en interne, qui sont nos clients, ils jouent leur métier, leur carrière.
Et en fait, quelque part, on est aussi des aidants de cette organisation à vivre ensemble et à se promouvoir et à réussir. Et donc, pour moi, l'adoption, c'est vraiment ça. C'est quand je vois les gens en interne, au-delà de l'équipe projet, commencer à faire avec nous et puis à faire à la place. Par exemple, une question que je pose en formation, je dis, est-ce que sur vos formations, vous êtes prêts à être avec nous pour former dans la salle? Et bien en fait, c'est un super signe d'adoption. Si tu fais faire ça uniquement par des externes, et bien en fait, ça ne prend pas. Parce qu'il y a une déresponsabilisation. Alors oui, c'est une charge de travail et il faut mettre en place une organisation qui permet la montée en compétences et le maintien des compétences au sein d'une entreprise. Mais voilà, ça c'est très fort. C'est quoi ton meilleur souvenir ou un de tes meilleurs souvenirs dans le sens le plus marquant? Dans mes 18 ans de carrière professionnelle, j'ai un projet qui a été significatif, qui est un projet que j'ai mené chez Louis Vuitton, où on a mis en place un PLM. Et il s'est passé quelque chose de magique au sein de l'équipe. Justement, on avait monté une war room qui était proche du métier. On avait des gens de l'informatique, des chefs de projet, des directeurs. On était tous dans la même salle, on travaillait en open space. On avait des sponsors qui nous donnaient beaucoup de liberté, qui n'étaient pas du tout avec la volonté d'être omnipotents, qui étaient plutôt là pour nous conseiller, avec beaucoup de liberté. Et en fait, on prenait des décisions sur le terrain, de façon immédiate. Et puis, on avait aussi des gens qui étaient très compétents autour de la table, mais qui n'avaient pas de problème d'ego. On n'avait pas besoin de démontrer qu'on était compétent, on savait qu'on avait été choisi parce qu'on était bon. Et donc en fait, ce sujet-là n'a jamais été abordé. Oui. Et donc on s'est concentré directement sur le travail, on bossait, on acceptait nos personnalités différentes. Et en fait, ça a généré un projet dont je pense que Louis Vuitton se souviendra toute sa vie. Et moi aussi. Parce que c'était incroyable de pouvoir mener autant de travail, de charge. On avait effectivement des gros horaires, on avait de la complexité, etc. Mais on avait toujours le sourire. Parce qu'on se sentait fort, on se sentait soutenu, on se sentait aussi capable de dépasser les difficultés. Et puis on avait confiance dans nos coéquipiers. Il y avait une très grande complicité. Une vraie synergie. Une vraie synergie. Merci Julie pour tous ces exemples et ces belles expériences que tu nous partages. Je trouve que ça donne envie aussi de travailler un peu avec des méthodes différentes. Parce que c'est vrai que dans nos quotidiens, on n'a pas souvent l'opportunité d'avoir une force de proposition telle que de proposer des ateliers qui sont un peu out of the box. Donc j'espère que les auditeurs d'A2Change qui auront écouté cet épisode mettront dans leur sac une balle. Voilà, c'est quand même hyper important. C'est magique. Et je pense que ça vous sauvera des situations ou des réunions où on n'arrive pas toujours à les mener comme on le souhaiterait. Est-ce qu'en plus de tous les conseils et tous les exemples que tu nous as donnés, tu aurais des ouvrages à nous conseiller? Alors, moi, je suis très expérientielle dans le terrain. Je trouve qu'on apprend plus, on va dire, avec les autres. Après, si j'avais vraiment un bouquin à conseiller, là, le dernier que j'ai lu, que j'aime bien, c'est un livre de Jacques Salomé qui s'appelle « Vivre avec les autres », qui est plein de bon sens, une forme de spiritualité humaniste. Donc voilà, si vous avez envie d'un ouvrage là-dessus et d'être inspiré, allez lire Salomé. On a envie d'être inspiré. Est-ce que tu as un mot de la fin pour clôturer cet épisode? Alors, le petit mot de la fin, je voudrais faire une petite conclusion sur un regard que je porte sur notre culture aujourd'hui qui favorise plutôt des relations dominant-dominé, qui incite à la prise de pouvoir, à la soumission, qui suscite les oppositions, les affrontements. On voit l'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi beaucoup d'auto-violence. Et moi, j'ai envie de sortir de ça. Et il y a pas mal d'ouvrages qui ont eu lieu sur le quotient intellectuel, sur le quotient émotionnel. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de mettre sur la table une notion qui s'appelle le quotient relationnel. Le quotient relationnel, c'est l'art de nouer et de préserver des relations mutuellement enrichissantes,
ainsi que la capacité à gérer des désaccords et des situations conflictuelles autrement que par la violence. Alors, chère communauté, continuons à réinventer nos modèles de collaboration pour bâtir une véritable culture d'entreprise fertile et durable. C'est beau. Merci Julie. Merci beaucoup. Merci d'être venue dans les locaux d'Exalt. On enregistre aujourd'hui au studio, au siège. Donc on est super contente que tu sois avec nous au studio chez nous. Qui est magnifique, magnifique bureau. Merci beaucoup Julie d'être venue sur A to Change. J'étais vraiment ravie de te recevoir. Merci. C'était un très bon moment. Un moment partagé. Merci de m'avoir permis de partager mon expérience qui, j'espère, servira à notre belle communauté qui a du travail. Je l'espère aussi. Je vous dis à très vite sur A to Change. Cet épisode se termine. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons qu'il vous a plu et que cet échange avec Julie vous aura donné envie de rajouter des cordes à votre arc. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant l'épisode autour de vous ou en mettant la note de 5 étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. Et parce que ce podcast est d'abord fait pour vous, n'hésitez pas à nous écrire pour nous partager vos feedbacks. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour notre nouvel atout, le format court qui vous permet de découvrir une méthodologie de change management. Et bien sûr, dans un mois, pour une nouvelle interview d'experts en conduite du changement. À très bientôt sur A to Change.